la discussion, c'est sur le niveau de raffinement des dictatures. Il y a des dictatures grossières avec des hommes en uniforme, et des dictatures raffinées où la dictature est exercée par des hôtesses en mini-jupe, vous voyez. Satanisme qui est aujourd'hui qui est parfaitement incarné par le couple présidentiel, pour ceux qui s'intéressent aux dernières révélations auxquelles je ne suis pas étranger. Les rumeurs sont-elles réellement fondées ? Ah oui, c'est très très sérieux. Quand je commence à produire quelque chose, c'est que ça fait longtemps que je travaille dessus. C'est la ruse même du diable de nous imposer l'inégalité par soi-disant un processus égalitaire qu'en plus on impose à toutes les autres sociétés. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment aujourd'hui quand on montre soi-disant la violence islamique et les dangers de l'islam, et qu'on veut amener l'islam à la démocratie. Le pouvoir de la France actuelle est très très loin de la France au sens que je dirais de ce que j'appelle l'essence française, hein, l'essence comme la France comme forme idéale ou proposition relativement idéale. Elle en est devenue le contraire, hein, c'est l'égalité qui se transforme en inégalité, la démocratie qui se transforme en dictature, et elle n'a aucune leçon à donner au reste du monde. La France est à la fois le pays, je dirais, qui est au cœur de la domination satanique du monde, et en même temps qui a peut-être la plus grande énergie pour lutter contre. Quand on veut penser sérieusement, il faut déjà se libérer des catégories que le pouvoir a instaurées, et qui ne sont pas des catégories pour pouvoir penser, mais des catégories pour empêcher de penser. Hein, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien que le mot-clé, c'est complotiste. Aujourd'hui, il n'est pas question d'opposer l'intelligence spirituelle et l'intelligence rationnelle, la morale et les mathématiques. C'est que les gens qui règnent aujourd'hui au nom de l'épopée de la raison travaillent à une destruction de l'intelligence raisonnable des gens, et je dirais à leur double démoralisation. Hein. Ils détruisent leur morale, ils les rendent dépressifs et paranoïaques, et ils détruisent l'outil logique, quand même un outil fondamental pour pouvoir comparer un discours et un autre, vous voyez. Pour pouvoir comparer une proposition et une autre, il y a quand même un critère, c'est le critère de cohérence logique du discours. Hein. C'est un critère interne qui est très, très important. Et tout ça s'accomplit en ce moment même. Alain Soral, vous êtes écrivain, éditeur et homme politique. Nous discutons aujourd'hui de votre dernier livre, Comprendre l'époque. Il vient compléter votre best-seller, Comprendre l'Empire, pour démontrer comment le pouvoir actuel a assis sa domination par une imposture, l'inégalité au nom de l'égalité. Dans ce livre, vous analysez les médiations de cette imposture qui sont la technique et la mathématisation et qui ont pour but d'abolir la loi morale. À l'issue de votre démonstration qui pointe du doigt la menace que représente le pouvoir dominant actuel, vous insistez sur la nécessité d'abolir ce système fondé sur la suprématie d'une caste pour revenir à un système véritablement égalitaire, conformément au message de Jésus et de sa nouvelle alliance. Je vous cite. Une nouvelle alliance, venons donc parachever l'ancienne, conformément à la lecture que font les chrétiens de l'Ancien Testament et de sa promesse, d'où la fameuse phrase « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », supposément prononcée par le Christ et validant à la fois l'élection du peuple juif en tant qu'avant-garde spirituelle, mais le déchargeant de cette élection, dorénavant partagée par tous et universelle. Alors avant de discuter des idées que vous proposez dans votre livre, je voulais vous dire pourquoi votre livre m'a intéressé. C'est tout d'abord l'articulation que vous faites des faits historiques, mais aussi des pensées philosophiques qui se sont succédées pour légitimer ce système égalitaire que nous subissons aujourd'hui. Je trouvais que l'articulation que vous faites et l'interprétation est assez intéressante. Secondement, c'est votre proposition de retour à la loi morale religieuse, puisque c'est le cheminement spirituel que j'ai fait personnellement, manifestement. Et enfin, je voulais connaître de plus près, votre analyse ô combien décriée des raisons qui doivent nous pousser à revenir à des propositions universelles et égalitaires, ces raisons mêmes qui ont motivé mon cheminement spirituel. Voilà pour mon introduction. Bien. Ok. C'est pas trop long ? Non, mais comme ça, je vois que vous avez lu le livre. Ah ! Oui, je l'ai On a lu. tellement l'habitude de gens qui vous font des commentaires sur des livres qu'ils n'ont pas lus, qui est un peu la norme dans les émissions mainstream. Hein. C'est ce qu'on disait déjà il y a des années d'une émission littéraire.
C'était quelqu'un qui parlait d'un livre qu'il n'avait pas lu avec quelqu'un qui ne l'avait pas écrit. C'est un peu ça. Quand tu as Thalys et Pivot, par exemple, tu vois. Alors j'ai bien lu et j'ai pris plein de notes, plein de marques et on va en parler. Alors quand on pense aux moyens par lesquels le système financier s'est imposé, on a forcément à l'esprit l'usure. Et quand on y regarde de plus près, l'usure, c'est d'abord le vol du temps. Et justement, dans votre raisonnement ou dans votre réflexion, vous mettez en avant comment l'usurpation du temps a été absolument fondamentale dans la construction de ce système. Et elle ne se limite pas seulement aux instruments financiers, mais elle s'étend au raisonnement, au mode de pensée, à la logique, pour éloigner l'humain de Dieu, Dieu maître du temps. Est-ce que vous pouvez expliciter ce process? Là, on cumule plusieurs étapes et il faut les restituer dans leur chronologie. C'est-à-dire que moi, je commence le livre en disant bien que au début de l'histoire humaine, il y a ce qu'on appelle la vision traditionnelle, qui est que l'homme, pour comprendre le monde, doit s'en remettre aux dieux. C'est-à-dire il doit essayer de comprendre les messages des dieux. Et donc, on est dans une pensée qui est une pensée de la révélation, hein, purement de la révélation, qui est l'idée de la pensée religieuse. Et ce qu'on démontre, c'est que progressivement, l'homme est capable de développer une qualité propre, qui est la capacité de penser, hein, et que cette capacité de penser, progressivement, l'autonomise par rapport à la révélation divine, pour l'amener à quelque chose qui s'appelle la raison, et qui petit à petit se coupe de la révélation et des dieux ou de Dieu. Voilà. Et que là, on a une rupture assez forte, qui d'ailleurs est historiquement qu'on identifie à la période grecque, hein, le passage de la cosmogonie à la cosmologie. Et je montre que ce lent processus de la raison et qui s'éloigne des dieux nous fait passer d'un monde qui était non seulement un monde de la révélation, mais un monde qui était hiérarchique et qui était basé sur la donation de sens par l'origine, par le plus lointain passé, par ce qui était avant, à un monde de la raison qui génère l'idée du progrès et qui, lui, se détermine par rapport au devenir, au futur. Hein, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde de « c'était mieux avant » à un monde de « ça sera mieux demain » et à un monde où il faut imiter les dieux et comprendre les dieux et écouter les dieux, à un monde où nous sommes nous-mêmes des dieux, hein, nous nous éloignons des dieux et nous essayons de devenir des dieux nous-mêmes, c'est-à-dire l'idée du prométhéisme, qui donne aujourd'hui d'ailleurs l'idée de l'homme augmenté, qui est très très présente, hein, mais avec le transhumanisme. Et je montre que ça, c'est le lent processus de l'histoire, avec ce passage de ce qu'on appelle le monde traditionnel au monde dit moderne, voilà, qui est le passage de révélation à raison. Et en plus, la France est très très positionnée dans cette histoire-là, puisque nous avons, à la suite des Grecs, produit ce qu'on appelle les humanités françaises, avec un des phares qui est Descartes, avec cette phrase très importante du XVIIe siècle, je crois, ou peut-être XVIe, j'ai pas révisé, qui est le dubito ergo sum res dubitans, hein, je doute donc je suis, et qui après aboutit au cogito ergo sum, qui est l'idée que, il y a deux idées d'ailleurs, c'est que l'homme existe parce qu'il pense, et surtout que sa pensée fait de lui un individu, c'est-à-dire qu'à la fois, avec la raison, on s'éloigne de Dieu et on s'éloigne aussi de la vision collective, on s'éloigne du nous, hein. C'est-à-dire c'est je pense, voilà. Et on est passé du nous devons écouter les dieux à je pense. Voilà, c'est en résumé, ça serait ça, puisque c'est bien d'avoir une grosse culture, mais après il faut être capable justement d'en sortir les grandes lignes et d'être pédagogue, parce qu'en réalité les idées forces sont assez simples, hein, il ne faut pas rêver, hein. C'est pour ça que moi je me méfie beaucoup du jargonnage et du jargon, hein. On peut dire les choses assez clairement, bon, et après il faut rentrer dans la complexité des choses, mais d'abord poser les grands principes. Voilà, donc c'est ça notre histoire, c'est passer du monde de la tradition religieux, hiérarchique et collectif au monde de la raison progressiste et individualiste. Alors évidemment, il y a un gain d'un côté et une perte de l'autre, hein. Et toute l'idée de la critique de la modernité, c'est pas de dire oui, non, parce que de toute façon, c'est un processus que je dirais inéluctable. L'homme étant doué de raison, pour des raisons que j'explique dans le livre, hein, le langage, la fonction symbolique, de toute façon, il est amené à produire de la raison, hein. Historiquement, il produit de la raison. Et cette raison rentre fatalement en concurrence avec Dieu, ou alors demande de renégocier la relation avec Dieu, ce qui est toute l'histoire de nos religieux, de notre religion, notamment l'histoire dans la religion catholique du passage de Saint Augustin à Saint Thomas d'Aquin, par exemple, vous voyez, où à un moment donné, pour que la religion se maintienne, elle doit intégrer la raison, vous voyez, elle doit dire que la raison est compatible avec Dieu et elle doit régler
ce conflit fatal d'une certaine manière. Et d'ailleurs, le principe du thomisme, hein, chez nous c'est le thomisme, c'est la théologie moderne d'une certaine manière, c'est arriver à concilier Dieu et la raison. Hein, c'est de dire les deux sont compatibles. Et je montre dans le livre à la fin, si vous vous rappelez bien, qu'effectivement les deux non seulement sont compatibles, mais doivent être nécessairement articulés. Hein, c'est-à-dire cette vision, ces qualités de la vision religieuse, le nous, la révélation et ce qui va avec cette spécificité humaine qui est la capacité de raisonnement individuel. Et que si on sépare totalement les deux et qu'on tue l'un par l'autre, c'est-à-dire que le processus historique, ça serait de tuer Dieu par la raison, cette raison nous amène à l'inverse de sa fonction première, qui n'est pas la maîtrise de soi et du réel, mais qui est le chaos et même la destruction de l'humanité. Et là, on est dans cette question fondamentale en ce moment, qui est un peu la question de la fin des temps. C'est est-ce que cette épopée de la raison qui s'est éloignée de Dieu, on va le simplifier comme ça, et qui prétend que l'homme devient un homme-dieu, en fait accouche d'un monde diabolique qui peut amener même à la destruction de l'homme, déjà d'un point de vue moral et de son âme, mais même à la destruction de l'humanité. C'est les grands enjeux actuels, et moi j'essaye de récapituler dans mon livre, étape par étape, ce combat, cette relation dialectique, et qui est une relation dialectique, qui n'est pas une relation d'opposition Dieu ou la raison, hein, c'est nécessairement enchevêtré, et je récapitule ce processus historique, qui est le processus occidental d'ailleurs typique, et les grands enjeux, les gains, les pertes, et puis surtout la question fondamentale du livre, qui est que la raison a accouché de l'égalité, mais que cette égalité qui vient de la raison, et non pas de l'amour, justement du Christ, est une raison mensongère, voilà, hein, et une égalité mensongère, excusez-moi. Voilà. Donc là, on part un peu dans tous les sens, mais en fait c'est ça l'idée du livre. Hein, c'est le processus de la raison est un processus égalitaire, et j'explique pourquoi, malgré lui. Mais ce processus égalitaire n'a rien à voir avec une égalité qui vient de l'amour, mais une égalité qui vient en fait, si je le dis maintenant, de la mathématisation. Voilà. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Génère le principe d'égalité, c'est intrinsèquement, sans même le vouloir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on arrive à une égalité politico-morale presque par glissement, mais au départ, l'égalité est simplement là parce qu'elle est au cœur du principe mathématique. Le signe majeur des mathématiques, c'est le signe égal. On tend toujours à poser une égalité, mais pas une égalité je dirais morale, mais l'égalité parce que c'est le sujet même de la mathématique. C'est le principe même de l'équation, vous voyez. Donc, c'est la grande idée du livre, c'est que, en fait, l'égalité politique, ou l'égalité même morale et politique, c'est un glissement des mathématiques à l'idéologie qui s'est fait même malgré nous, voilà, et qu'on a accompagné. Et c'est ce que j'appelle dans le livre l'axiomatique des droits de l'homme, vous voyez. Et on voit bien qu'historiquement, tout ça marche ensemble, vous voyez. C'est là où la démonstration, elle est assez imparable pour moi. C'est comme par hasard, chronologiquement, hystériquement, tout s'articule bien, vous voyez. Quand on monte en mathématiques avec les encyclopédistes, eh ben on arrive fatalement à la Révolution française, vous voyez. C'est comme par hasard. Et puis à l'émancipation de l'économie qui se sépare de la morale, avec les économistes qui sont des mathématiques appliquées à la question du juste prix, vous voyez, qui part d'une question morale à une question mathématique, vous voyez, tout ça s'articule, voilà, on est sur une totalité là. La mathématisation ne permet pas de refléter la réalité, et dans ces raisonnements mathématiques, il y a parfois des ambiguïtés et des décalages au niveau du temps qui rendent ces égalités mathématiques fausses. Et c'est cette idée de temporalité qui a retenu mon attention. Parce que ce pouvoir essaie de maîtriser, c'est le temps. Il y a en fait toujours ce point commun qui est le temps. Oui, ou la temporalité. C'est pareil, il faut remettre les choses bien à plat. C'est-à-dire que la raison, qui est le génie de l'homme et sa conquête, s'appuie sur la logique. Et cette logique produit une formalisation, hein, fatalement, c'est-à-dire une technique. Et cette technique de la logique permet une compréhension plus fine du monde, et aussi d'ailleurs une invention et une découverte plus fine du monde, mais elle a des effets pervers, qui est notamment d'ailleurs ce que vous avez touché du doigt, qui est le rapport de l'être au temps. C'est-à-dire que la logique formelle est obligée, pour être efficace, de fixer le temps. Hein. C'était ce qu'on appelle le problème des formes et des contenus dans la logique formelle. Et en fait, pour ne pas trop rentrer dans des subtilités qui demandent vraiment de s'intéresser à la critique de la logique formelle par la logique dialectique, c'est de comprendre simplement que
cet outil logique qui conquiert le monde, c'est le monde de la raison, est très performant pour progresser d'un côté, mais d'un autre côté nous fait perdre des dimensions de compréhension de la réalité. Hein. C'est ce que d'ailleurs, si je veux employer un raccourci, c'est l'idée même de la technocratie. La technocratie qui est en fait la gestion mathématique de tous les secteurs collectifs, permet un grand progrès d'un côté, et en même temps, elle nous coupe de dimensions humaines, on le sent très bien, hein, avec une espèce de froideur, une vision purement comptable, comptable, mathématique, qui nous éloigne de quelque chose d'humain et qui peut même avoir des effets dangereux. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la dimension du livre qui est très philosophique, c'est de comprendre ce que c'est que la logique formelle, que progressivement c'est une mathématisation et une dimension abstraite de plus en plus grande, alors qu'on part au départ, je dis au départ on parle de Socrate est un homme, après on parle de A, B et C, et après on est sur X, c'est-à-dire on va de plus en plus vers, on gagne en extension par une abstraction de plus en plus grande, mais ce qui fait qu'à la fin cette logique est une logique qui fonctionne pratiquement sur elle-même, qui est totalement mathématisée, parce que c'est ça l'histoire de la progression de la logique, et en même temps, en étant totalement mathématique et en prétendant pouvoir expliquer et comprendre totalement le monde réel, c'est la réflexion qu'a Gaston Bachelard en philosophie, en épistémologie, c'est qu'elle met un éclairage très fort sur un pan de la réalité, mais elle finit par en occulter un autre. Voilà. Et c'est un peu le problème qu'on a, le problème contemporain de nos sociétés occidentales. On est dans des sociétés hyper mathématiques dans la gestion notamment de l'économie. L'économie financière et la domination de la finance sur l'économie, qui s'est mis d'ailleurs l'économie à dominer le politique, puisque c'est ça qui s'est passé historiquement. L'économie qui s'est mis à s'autonomiser par rapport aux politiques, puisqu'avant c'est Dieu qui définissait l'économie, et l'économie était, que ce soit chez les Grecs ou dans la religion musulmane et chrétienne, un pan de la morale, était surdéterminé par la question du bien. Avec le processus de la modernité et la mathématisation, qui a permis la gestion plus fine de la réalité et de la production collective. L'économie s'est autonomisée pour devenir une science en soi, et comme par hasard, ça arrive juste avant la Révolution française chez nous, c'est les physiocrates, le Chenet, etc. Et ça donne Basquiat d'ailleurs comme grand théoricien de l'économie libérale pour les Français. Et à un moment donné, cette économie non seulement devient totalement autonome, c'est la pensée économique du monde, qui n'est plus surdéterminée par rien de transcendant. C'est-à-dire on passe du juste prix, qui est le prix juste selon la morale, au juste prix, qui est l'équilibre de l'offre et de la demande. Hein. C'est aussi simple que ça. Les deux sens successifs du juste prix. Et ça se passe au moment de la Révolution française, ce glissement de sens. Et après, l'économie non seulement est devenue autonome, mais elle détruit, je dirais, le secteur de la politique dominé par la religion, pour devenir non seulement un secteur autonome, mais le secteur qui domine la politique. Aujourd'hui, la politique est entièrement dominée par l'économie, qui n'est même plus de l'économie politique, mais qui prétend être de la science économique, et qui prétend donc que cette science économique, qui serait donc des mathématiques appliquées, serait une vérité qu'on dit apodictique, puisque rigoureuse et juste, comme le sont les calculs mathématiques, et que cette mathématique économique nous donne les ordres politiques, c'est-à-dire qu'on doit obéir à l'économie pour faire du politique. Et aujourd'hui, toute la crise dans laquelle on est, qui est la crise aggravée depuis les subprimes de 2008, c'est qu'on est enfermé dans la science économique qui détermine la politique, et la politique mondiale, ça s'appelle le mondialisme, alors qu'en réalité, cette mathématisation du monde est une dérive, et une prétention, je dirais, qui finit d'ailleurs par être un mensonge. Ce que j'explique, c'est qu'au départ, c'est une maîtrise, qui finit par être une dérive, qui devient une prétention, puis un mensonge. Et aujourd'hui, la science économique est un habillage mathématique d'un vol ou d'une domination, d'une usurpation. Et en fait, c'est une manière de déguiser derrière des mathématiques qui ont l'apparence de l'exactitude, une domination violente, totalement illégitime et catastrophique. C'est ça la critique radicale qu'on peut faire aujourd'hui du mondialisme financier. Et on le constate comment? Par ses effets sur l'humanité, tout simplement. Ces effets, la guerre, la pauvreté, les inégalités, les incohérences totales. Et nos maîtres nous disent oui, mais c'est parce que c'est compliqué. Les mathématiques font de leur mieux. On y arrive presque. Vous voyez, c'est toujours des discours de l'excuse. On va améliorer ça. C'est-à-dire, on est toujours en train de sortir de la crise. Vous voyez, on est toujours sur le point de sortir de la crise, et on est toujours en sortie de crise, alors qu'en fait, on est en crise permanente. Moi, je m'intéresse surtout aux conséquences économiques et à la situation économique de la crise. Et ce que je constate,
c'est que, d'abord, les crises sont récurrentes. Je disais à mes associés, à mes actionnaires, depuis 5-6 ans, on ne peut pas rester comme cela dans un monde où la croissance est perpétuelle, où l'argent ne coûte pas grand-chose, il coûte encore moins aujourd'hui d'ailleurs, et où finalement tous les indicateurs montent au ciel. Nous allons forcément rencontrer une crise. Et je n'étais pas écouté, d'ailleurs même pas par mes associés en interne, et cette crise est arrivée. Je n'avais absolument pas prévu qu'elle serait d'origine sanitaire. Mais ce qu'on peut dire, en comparant à la précédente, qui était plus d'une dizaine d'années, en 2008, c'est qu'elle est assez différente, même très différente, mais qu'elle a été beaucoup mieux gérée. Parce que la précédente, c'était une crise dont l'origine était essentiellement économique et qui a failli vraiment plonger le monde dans une catastrophe épouvantable. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les banques avaient l'impossibilité de se prêter entre elles et Bruno Le Maire doit s'en rappeler, bien entendu, qu'on a frisé à certains moments, notamment dans la faillite de cette banque Lehman Brothers, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement américain, on a frisé l'effondrement du système bancaire international, qui aurait été une catastrophe alors de grande ampleur. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente et nous n'avons jamais été au bord de la catastrophe économique. Or, l'idée même de la gestion, l'idée même de l'idéologie libérale, c'était l'idée de la main invisible, c'est qu'il fallait laisser le marché. Donc, il fallait laisser aux mathématiques la régulation des relations humaines matérielles et objectives, parce que c'était le meilleur moyen de résoudre les conflits. Ce qu'on appelait la paix du doux commerce, ce qu'on appelle l'idéologie de la main invisible. Or, en réalité, depuis que cette main invisible est devenue la main qui gère les sociétés humaines, et notamment occidentales, qui ont imposé leur mode de gestion au reste du monde, en détruisant même l'empire chinois à un moment donné, on n'a jamais eu autant de guerres, de violences et de chaos, si on compare avec les temps anciens, qui étaient évidemment pas des périodes de paix, mais où les échelles de violence et de destruction et d'inégalité étaient moindres. Et c'est pour ça que, là j'articule sur mon idée du départ, ce processus égalitaire, soi-disant consubstantiel aux mathématiques, et qui prétendait amener l'égalité et la paix et l'égalité étant pratiquement synonymes, dans l'égalité il y a la paix, a en fait amené une situation qui, quand on l'étudie et qu'on la compare au passé, bien plus inégalitaire et bien plus violente. C'est ça l'idée force du livre, vous voyez ? C'est l'inégalité cachée derrière l'égalité et l'inégalité au nom de l'égalité, ce qui est le paradoxe et la perversité. Et je dis c'est une ruse diabolique. C'est la ruse même du diable de nous imposer l'inégalité par soi-disant un processus égalitaire qu'en plus on impose à toutes les autres sociétés. C'est ce qui se passe en ce moment aujourd'hui quand on montre soi-disant la violence islamique et les dangers de l'islam, et qu'on veut amener l'islam à la démocratie. Vous voyez, c'est dire on va amener vos sociétés très imparfaites à la perfection de l'American Way of Life. Alors que quand on analyse objectivement, si on enlève Hollywood, il n'y a pas plus inégalitaire, violent, immoral et peu spirituel et sans avenir d'une certaine manière que la société américaine actuelle. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, notamment en Californie. Voilà, on est dans des sociétés de chaos latent généralisé à tous les niveaux en plus, moral, spirituel, moral, économique, humain. Voilà, et c'est ça le grand sujet du livre, et ça nous oblige à nous poser des questions très sérieuses sur à quoi sert l'outil mathématique, ce que j'appellerais remettre ce que Hegel appelait la bête sauvage. Il faut remettre la bête sauvage dans sa cage. Vous voyez, on est dans cette idée monstrueuse, et le côté monstrueux du prométhéisme, c'est que l'homme a en lui une bête sauvage qui est son désir de s'émanciper des dieux et de devenir Dieu lui-même, qui a des qualités, c'est-à-dire son génie productif, mais qui devient un monstre quand il n'est pas articulé avec une instance supérieure, qu'on appelle la métaphysique chez les Grecs, qu'on appelle la spiritualité dans la religion, et que dès lors que ce génie mathématique se coupe de la spiritualité, de ce qu'on appelle la question morale fondamentale, on rentre dans un cycle, dans un processus diabolique. Voilà, l'homme devient un diable. En se croyant égal de Dieu, il devient un diable. Et c'est des métaphores, mais je veux dire, ça veut dire quelque chose de très actuel. Voilà. Et c'est la question que pose le livre, et c'est donc les réponses qu'elle donne. Et en général, ça consiste effectivement à essayer, comme le disait Robert Musil, qui est un auteur très important,
que vous connaissez moins parce que c'est un auteur de l'Europe centrale, que la question contemporaine, c'était de réconcilier l'âme et la précision. L'âme et la précision, ça veut ce que ça veut dire. Les mathématiques permettent la précision, ce qui est fondamental. Sans les mathématiques, on peut pas construire un immeuble de plus de 3 étages, on peut pas construire un aqueduc, on peut pas construire un pont, mais il faut réconcilier l'âme et la précision, et l'âme, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, ce qui est au-delà du monde physique, qui est la question de la morale et la question de la transcendance. En fait, la question du bien et la question de Dieu, hein. Et qu'en fait, on est dans un monde qui a détruit la métaphysique par la physique, qui a détruit la métaphysique par le mathématico-physique. Et c'est ça la question. Justement, vous avez parlé d'actualité, et si on suit l'actualité, on assiste effectivement à un effondrement, si ce n'est un effondrement, en tout cas un essoufflement. Et face à cet effondrement, l'anti-élite, ce que vous appelez l'anti-élite, n'est pas en train d'essayer de se concilier à la métaphysique, mais bien au contraire d'imposer des sacrifices qui se traduisent en suppression de liberté. Selon vous, quelle serait l'issue de cet effondrement et l'issue à l'appel du grand Great Reset de cette anti-élite? It's a very pertinent question to ask how do we build back better. To build back better or whatever. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. It's my plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. Build back better. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Là, on arrive à ce sujet contemporain et très actuel du grand reset, c'est qu'on voit bien que les élites qui ont failli dans leur proposition de gestion du monde pacifié par le doux commerce, on va simplifier ça, aujourd'hui, au lieu de rendre le tablier et dire on va changer de direction, aggravent encore leur dimension de mensonge, de dictature et d'inégalité. C'est-à-dire qu'ils aggravent l'inégalité au lieu d'admettre qu'il faudrait, on va dire, renégocier tout ça, rediscuter tout ça. Et ça donne effectivement ce que nous vivons en ce moment avec cette étrange pandémie virale mondiale qui permet de faire tomber tout ce qui restait de démocratie, puisqu'on voit bien qu'il y a eu un processus de modernité et de démocratie qui marchait un peu la main dans la main, de façon ambiguë, et que là, aujourd'hui, la modernité, pour continuer à avancer, est obligé de détruire la démocratie sous prétexte de sécurité, de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, et de lutte contre les pandémies mondiales. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une étape de la modernité où la modernité se sépare de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité, de la liberté, de ses principes. Elle s'en sépare ouvertement sous prétexte que on n'a pas le choix, puisque ça nous est imposé, non pas que c'est pas lié à des relations entre hommes, mais que c'est lié à des choses justement surhumaines, c'est-à-dire le climat, les virus, et puis en troisième donnée, c'est comme ça qu'ils ont commencé à amorcer la chose, d'ailleurs depuis les années, on va dire Reagan-Bush, l'islamisme, c'est-à-dire la question du terrorisme, vous voyez, c'est pour ça que l'islam est impliqué dans cette histoire. On a commencé par dire il faut réduire les libertés parce qu'il y a du terrorisme, c'est le Patriotic Act aux États-Unis, et en France les lois antiterroristes, et puis après on est arrivé, la planète est en danger, la taxe carbone, il faut contrôler la production, la consommation, les libertés individuelles, le droit de circuler, etc., par cette espèce de demi-mensonge qui est l'impact carbone, la mesure carbone. Et puis après, on est arrivé au virus. Et le virus, là, c'est effectivement, soi-disant, on est au-delà du politique, on est au-delà du national, on est au-delà du territorial, on est au-delà de tout. Et donc, une oligarchie mondiale technicienne, c'est purement technocratique, s'appuyant sur la science intégrale, c'est-à-dire que systématiquement des algorithmes qui prétendent annoncer combien il y aura de morts si on ne vaccine pas, etc., finalement est en train en ce moment même de détruire toutes les libertés individuelles, toute la démocratie, soi-disant pour sauver tantôt d'ailleurs l'humanité, tantôt la planète. C'est tantôt les deux, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que on est dans une dictature de plus en plus aggravée, avec une élite de plus en plus minoritaire et restreinte, qui a un discours en apparence logique ou rationnel qui est totalement délirant dès qu'on l'étudie avec les outils de la rationalité. On nous raconte à peu près tout et n'importe quoi sur chacun de ces sujets,
le réchauffement climatique, le Covid, le terrorisme islamique. Hein, on dit ça vient d'Arabie Saoudite. Tiens, mais c'est marrant, l'Arabie Saoudite est entièrement dans les mains des Américains et travaille la main dans la main avec les Israéliens. Et pourtant, c'est les Israéliens et les Américains qui luttent le plus fortement contre un terrorisme dont ils sont en réalité les sponsors. Donc on se dit, soit ils sont idiots, soit ils sont pas si idiots que ça. On nous a un peu menti, vous voyez. Et puis on dit l'islam est dangereux pour le monde occidental, et on voit que le terrorisme islamique tue dans l'immense majorité des musulmans et détruit des pays musulmans, que ce soit l'Irak, la Syrie, des rappels qu'il faut faire. Et donc on est dans une antilogie totale exercée par une élite qui n'est même plus démocratique parce qu'elle passe plus par l'élection. Hein, ce sont des gens qui ne passent plus par les voies démocratiques. Donc on est dans un monde totalement inversé. Et ça, c'est le signe du diable, hein, l'inversion de tout. Hein, voilà. On est dans un monde où une minorité non élue exerce une dictature pour des raisons totalement irrationnelles quand on les étudie et en prétendant totalement le contraire. Hein. Voilà, c'est comme la vaccination, c'est censé nous libérer pour qu'on puisse à nouveau vivre comme dans le monde d'avant, alors qu'en fait, cette vaccination ne produit aucun effet positif sur la contamination, sur les variants, etc. Et en fait, aggrave l'enfermement et la perte de liberté. Vous voyez ? Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est que ces élites aujourd'hui qui prétendaient régner au nom de la raison, puisque c'est la lente épopée du pouvoir par la raison, aujourd'hui, pour se maintenir, détruisent même la raison sciemment, violemment, à chaque instant. Hein. On est dans des discours parfaitement absurdes et spéculent sur l'effondrement de l'intelligence rationnelle des peuples. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'est pas question d'opposer l'intelligence spirituelle et l'intelligence rationnelle, la morale et les mathématiques. C'est que les gens qui règnent aujourd'hui au nom de l'épopée de la raison travaillent à une destruction de l'intelligence raisonnable des gens et, je dirais, à leur double démoralisation. Hein. Ils détruisent leur morale, ils les rendent dépressifs et paranoïaques. Et ils détruisent l'outil logique, quand même un outil fondamental pour pouvoir comparer un discours et un autre, vous voyez, pour pouvoir comparer une proposition et une autre, il y a quand même un critère, c'est le critère de cohérence logique du discours. Hein, c'est un critère interne qui est très très important. Et tout ça s'accomplit en ce moment même. Hein. Justement, dans votre livre, vous appelez les gens à la révolution ou être réduits à l'esclavage, et en même temps, vous appelez à renouer avec l'eschatologie. Est-ce que les deux sont compatibles? Et qu'est-ce que renouer avec l'eschatologie signifie? Comment pourrait-on renouer avec l'eschatologie? Dans l'eschatologie, il y a à voir que par un autre chemin que le chemin de la raison, qu'on appelle le chemin de la révélation, des gens, prophètes, ont écrit des textes qui ne sont pas de la philosophie, mais qui nous annoncent les dangers dans lesquels va rentrer l'humanité si elle persévère dans une certaine voie. C'est ce qu'on appelle les écrits eschatologiques. Il y a l'Apocalypse de Jean chez nous, il y a les écrits eschatologiques musulmans qui parlent toujours de la fin des temps. Et les signes de la fin des temps sont décrits comme toujours les mêmes. Hein, la fin de la différence des sexes, la fin du respect des aînés, une société qui va vers le chaos par l'indifférenciation. Et en fait, il y a une convergence de ces visions eschatologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles décrivent la même chose que ce qu'on peut annoncer et déduire par une vraie analyse sérieuse des contradictions de la logique, des contradictions de la fausse égalité, etc. Donc aujourd'hui, il y a une convergence, je dirais, d'une analyse, raisonnable des choses et de ce que nous dit la révélation de la fin des temps. Et donc, je ne peux pas en déduire grand-chose, sauf que quand il y a convergence des deux visions, qui sont la vision de la raison et la vision de la révélation, sur les temps à venir, c'est quand même le signe que ça peut être une certaine réalité, une certaine valeur de vérité, puisque ces deux visions convergent. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faut se servir de tout ça, ou plutôt que d'opposer Dieu à la raison, pour essayer de trouver des solutions, et puis surtout aussi d'essayer des consensus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un marxiste conséquent qui comprend les contradictions du capitalisme peut tout à fait marcher la main dans la main avec un religieux qui lui aussi voit où mène la domination totale du monde du commerce, du monde matériel, du monde de l'usure, du monde du profit. Vous voyez, c'est-à-dire que en ce moment, on a des raisons d'articuler ces deux armées combattantes contre le système de domination.
je dirais, une qui vient de la gauche et l'autre qui viendrait de la droite, selon ce qu'on nous impose, hein, la vision religieuse et la vision matérialiste critique, et que si on ne fait pas cette alliance, nous ne serons pas assez forts pour vaincre. Donc il y a un discours politique. Il faut absolument que des gens que l'histoire a opposés systématiquement, on va dire des religieux et des politiques, des progressistes et des traditionalistes, il faut aujourd'hui qu'ils comprennent qu'ils ont le même ennemi et qu'ils ont quelque part, ils produisent les mêmes critiques par deux discours différents, deux langages différents, mais qui disent la même chose, et qu'ils ont intérêt à marcher la main dans la main contre l'ennemi commun. Ils régleront leur compte, je dirais, après, comme dans la résistance, les communistes ont marché avec les gaullistes parce qu'on était occupés par les Allemands. Vous voyez, il y a ce symbole chez nous en France, et que non seulement il faut qu'ils s'allient parce que ils ont le même ennemi et ils ont des visions finalement assez proches par des chemins différents, mais que s'ils ne s'allient pas, ils ne pourront pas gagner. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que moi je travaille mon mouvement politique s'appelle Égalité et Réconciliation, et ça s'appelle pour la réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs. La droite des valeurs, ça fait référence au monde religieux hiérarchique basé sur la morale, et la gauche du travail sur l'épopée de égalitaire sociale. Vous voyez, ces deux histoires. Et moi, mon travail depuis des années, c'est de faire converger ces deux luttes en disant que si à des époques elles ont été très opposées, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des choses, hein, l'histoire change les choses, le temps transforme, le temps est une transformation permanente, donc il faut comprendre les formes et les transformations. Ça revient à l'idée dont on parlait au départ sur la notion de temps. Hein. Le temps transforme les choses. Donc on passe de formes à d'autres par le temps, et il faut toujours comprendre les formes. Et une fois qu'on a compris les formes, intégrer la temporalité, qui fait qu'il faut en permanence remettre en question ces formes qui se transforment. Vous voyez, c'est pour Moi, ça je trouvais que c'était vraiment l'idée forte du livre. Je trouvais que c'était une idée forte. Parce que c'est l'idée forte de la philosophie. C'est le titre du livre d'Heidegger, qui est dans la philosophie, on va dire bourgeoise, le plus grand philosophe du XXe siècle, et dont le titre de l'ouvrage majeur s'appelle Être et temps. C'est-à-dire que toute la philosophie, c'est la relation dialectique de l'être et du temps. Hein. Voilà. Et c'est comme ça. Et en ce moment, on est en fait en train de réfléchir là à cette dialectique de l'être et du temps et les questions qu'elle nous pose. Hein. On peut faire de la très haute philosophie ou de la politique de terrain. Tout est connecté en réalité quand on sait établir les médiations et effectivement rétablir les médiations, parce qu'il faut pas trop sauter quand même du coq à l'âne, sinon les gens pourraient rapidement me prendre pour un fou, par exemple. Et c'est pour ça que c'est subtil, parce que c'est une chaîne, vous voyez, c'est une chaîne causale, et en même temps c'est une vision holiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, comme dit Hegel, le vrai c'est le tout. À un moment donné, il faut avoir cette vision globale, mais cette vision globale n'est pas un magma informe, hein, c'est des relations qui sont établies, de causalité qui partent dans tous les sens et qui à un moment donné forment une espèce de sphère de sens qui elle-même se déplace, hein, se roule sur elle-même. Donc on a des visions qui sont difficiles même à figurer, vous voyez, c'est à imaginer, parce que il y a un certain nombre de dimensions à intégrer, et dès qu'on dépasse 2 dimensions, c'est l'écrit, 3 dimensions, on est dans ce qu'on fait là en ce moment, la compréhension devient de plus en plus difficile, vous voyez, on est dans la relativité là. Mais le bouquin règle ces questions par la succession des chapitres et par le respect des médiations, hein, c'est-à-dire le donc, et puis après montrer qu'il y a effectivement, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle des sauts qualitatifs. Je montre bien dans le livre, on change d'époque, hein, des contradictions s'accumulent, et puis d'un seul coup, on change. Les contradictions de la monarchie catholique s'accumulent, et puis à un moment donné, il y a la Révolution française, et on change de monde. On passe du monde tripartite de l'aristocratie chrétienne au monde de la bourgeoisie des droits de l'homme. Et c'est comprendre pourquoi. Et alors, c'est jamais une déploration. C'est pas dire que c'est pas juste. Ça n'aurait aucun sens. C'est pourquoi à un moment donné, un monde s'effondre, pourquoi il est remplacé par un autre, pourquoi cet autre monde qui était le progrès devient la réaction, hein, on passe de la bourgeoisie progressiste à la bourgeoisie réactionnaire, pourquoi en Russie il y a le lent effondrement du tsarisme, pourquoi il y a les conditions possibles d'une révolution, pourquoi il y a une révolution qui s'effectue, pourquoi cette révolution est une promesse, pourquoi ces promesses ne sont pas tenues, pourquoi le fait de ne pas tenir ces promesses finit dans un effondrement, qui est la fin de l'URSS, pourquoi certains profitent de cet effondrement, non pas pour amener le bien, mais pour amener une société qui finalement est peut-être encore pire, ça s'appelle l'époque Helsinki, vous voyez, pourquoi ça amène Gorbatchev, pourquoi ça amène Poutine, vous voyez, on est dans la philosophie politique là, vous voyez, il faut maîtriser ces domaines sérieux
être toujours dans une pensée historique et pouvoir comprendre les événements politiques sous cet éclairage, et en les comprenant, pouvoir agir dessus. Malheureusement, modestement, parce que pour ça, l'individu ne peut pas générer tout seul des forces. D'où l'idée de faire un livre et d'être là devant vous et d'essayer de faire comprendre aux gens pour que les gens se mettent à bouger à plusieurs dans le même sens. Voilà, moi je fais ça depuis 20 ans pratiquement, d'essayer de faire bouger les gens dans un sens cohérent et utile. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est que si vous regardez mon livre précédent qui s'appelait Comprendre l'Empire, que j'ai sorti en 2011, 2011, hein, on est en 2022 là, et il annonçait absolument tout ce qui se passe en ce moment. Hein, alors on pourrait dire que c'était prophétique. Non, c'était pas prophétique, c'était par l'outil de la raison. Mais c'est vrai que y avait un côté prophétique, puisque j'ai même annoncé la gestion dictatoriale du nouvel ordre mondial par une pandémie virale. Je l'ai annoncé au chapitre 6, pour ceux qui veulent vérifier. Et quand même, le meilleur moyen de vérifier qu'une pensée fonctionne à peu près bien, c'est justement le temps. C'est avec le recul, c'est est-ce qu'il disait vrai ou est-ce qu'il se trompait, vous voyez. Et là, on a quand même, sur mon analyse notamment dans Comprendre l'Empire, dont le sous-titre est très Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, sorti en 2011. On a aujourd'hui plus de 10 ans de recul pour voir que pratiquement tout ce que j'ai annoncé, et en l'annonçant parce que j'analyse sérieusement, hein, c'est pas de la révélation, tout ce que j'annonçais s'est produit à peu près. Et ça, c'est un peu un gage de qualité, vous voyez. C'est pour ça que je peux encore un peu la ramener aujourd'hui, par rapport à d'autres qui sont plus mal à l'aise. Bon. Alors, je vous propose de terminer sur le terrain politique. Avec votre dernier paragraphe que vous consacrez à la France. C'est un dernier paragraphe qui fait 4 lignes et qui rejoint l'idée de faire bouger les masses. Et ma question sera dans quel sens? Et donc, je vais vous citer. Donc, dernier paragraphe, France. Commençant aussi que la France, fille aînée de l'Église et mère des révolutions, la France patrie du cœur et des idées, va être, cette fois encore, en première ligne pour y jouer son rôle et y tenir son rang. Quel rôle et quel rang? Moi, je suis dans l'idée que la France est une nation très importante parce que c'est une nation qui a été très puissante dans les temps passés, mais qui a produit beaucoup d'idées forces, hein, ce que j'appelle les systèmes mondes dans le livre. Hein. Il y a des chapitres, il faut quand même que les gens... le livre est pas très épais, mais il est très dense. Et c'est-à-dire qu'il y a des propositions universelles qui sont faites. Il y a celle du Christ, il y a celle de l'islam, il y a celle de ce qu'on appelle les humanités françaises, c'est-à-dire les droits de l'homme, hein, l'universalisme français. Il y a le marché, qui a dominé tout le reste aujourd'hui, et il y a eu le communisme qui malheureusement s'est cassé la gueule à un moment donné, vous voyez. Et la France est un pays qui a proposé un des 5 systèmes mondes. Si je viens de les résumer, je crois qu'il y en a 5. Et donc, elle a un destin à jouer parce que la France, dans le monde occidental, a la proposition concurrente et rivale de la proposition anglo-saxonne, que j'appelle d'ailleurs, qui est judéo-anglo-saxonne, qui s'appuie sur l'Ancien Testament, qui est un monde inégalitaire, qui fonctionne sur l'usure, qui est le monde anglo-américain, hein, on va dire même israélo-anglo-américain. Et dans cette modernité, la France avait proposé quelque chose d'alternatif qui était, on va dire, plus démocratique, plus égalitaire, sans être un monde autre. Hein. C'est pas l'Inde, c'est pas la Chine. Et je pense que depuis des années, la France est détruite par ces élites traîtres, parce que pour qu'elle ne puisse plus faire cette proposition alternative. Alors quand on réfléchit à cette proposition alternative, la grande différence qu'elle a avec la vision anglo-saxonne libérale, c'est que nous on s'appuie pas sur l'Ancien Testament majoritairement, mais sur le Nouveau Testament. Le Christ est très présent, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'explique beaucoup, c'est que en fait les droits de l'homme au sens intelligent, respectueux du terme, c'est la laïcisation du message du Christ. Hein. On est quand même on est quand même profondément un pays chrétien. C'est pour ça que notre égalitarisme est à la fois technocratique et religieux, et que cette synthèse, la France a été capable de la produire au moins comme proposition, hein, ce qu'on appelle le logos chez les néo-thomistes qui sont les philosophes français, et c'est la réconciliation du logos grec qui est la rationalité et de la charité et de la compassion. Vous voyez, et la conclusion du livre, c'est que l'idéologie française respectable, celle qui a été universelle, qui a pu aider à la décolonisation, qui a pu aider des peuples à s'émanciper, qui s'est proposée comme un modèle alternatif parfois, c'est parce qu'elle arrive à faire converger le message d'Aristote et le message du Christ. Vous voyez, c'est un message qu'on appelle helléno-chrétien, hein, c'est-à-dire qu'il est à la fois
il a à la fois la maîtrise de la rationalité qui est très importante pour produire un monde de progrès, mais avec la composante du souci de l'autre et de la charité, qui est la proposition chrétienne, aime ton prochain comme toi-même, hein, et que c'était ça la proposition française, c'est ce qu'on appelle le logos au sens thomiste, et le logos au sens thomiste, c'est le Christ, hein, le Christ, c'est le logos, et en fait, il a l'idéologie française bien comprise, celle que déteste Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, hein, qui avait bien écrit un livre pour la détruire, c'est pas un hasard, et cette synthèse, hein, c'est-à-dire la raison avec l'amour du Christ, hein, c'est-à-dire ce qui réconcilie l'âme et la précision, ce qui réconcilie la gestion mathématique du monde, qui est effectivement optimum, avec sans jamais perdre de vue le souci de l'autre, la compassion et la charité. Et je dis la France est le pays qui a accouché de cette idéologie et de cette proposition, et elle a encore un rôle à jouer, parce que, comme je vous le dis, elle est fille aînée de l'Église et mère des révolutions. Hein, elle est positionnée. Et en plus, la France est très malade. Elle souffre énormément je dirais, du satanisme, qui est aujourd'hui qui est parfaitement incarné par le couple présidentiel. Pour ceux qui s'intéressent aux dernières révélations auxquelles je ne suis pas étranger, hein, tout ça est très important. Hein. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'elles sont réellement fondées Les rumeurs sont-elles réellement fondées? Ah oui, c'est très très sérieux. Quand je commence à produire quelque chose, c'est que ça fait longtemps que je travaille dessus. Ce serait quand même trop gros. On a raison sur cette question-là aussi. Donc la France est à la fois le pays, je dirais, qui est au cœur de la domination satanique du monde, et en même temps qui a peut-être la plus grande énergie pour lutter contre. Et je parle dans le monde qui est le nôtre, hein, qui est pas tout à fait le vôtre, qui est le monde de l'Occident capitaliste. Hein. Et donc on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, la France a cette énergie révolutionnaire en elle, a cette tradition, a ce côté compassionnel et chrétien qu'on avait appelé l'esprit Charlie, hein, qu'un autre intellectuel qui est Monsieur Todd avait dit l'esprit Charlie, c'était la résonance de la mentalité chrétienne qui ne trouve plus à s'incarner par l'Église en France, mais qui s'incarne par les droits de l'homme, hein, c'est-à-dire ce souci de l'autre, cette compassion qui est manipulée bien évidemment par nos dominants. Hein. Charlie, c'est le Charlie Hebdo ou ça n'a rien à voir? Comment ça, Charlie? Oui, c'est ce qu'on appelle l'esprit Charlie, qui était de se révolter contre les attentats au nom de l'humanisme, de la charité, etc. Donc il y a bien une manipulation de l'esprit chrétien français par les forces sataniques, parce que s'il n'y a pas de la compassion, on la retourne contre, vous voyez. On nous dit, en ce moment, par exemple, pour emmerder les Chinois, on nous montre la souffrance des Ouïghours, et les Français sont toujours très, très compassionnels. Alors la compassion, c'est un très beau sentiment, mais c'est un sentiment qui est manipulable et manipulé, et qui amène à des erreurs politiques. On nous a vendu les guerres de néocoloniales qui ont détruit partiellement le monde musulman. On nous l'a vendu au nom de la lutte contre le terrorisme islamique. Donc c'est toujours au nom du bien que l'empire, que j'appelle l'empire, conduit ces guerres destructrices. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui n'ont pas de sentiment compassionnel ne sont pas tellement sensibles à ce genre d'arguments. Nous, le danger, c'est que à la fois, on est très sensible à ce genre d'arguments compassionnels, hein, ce qui fait d'ailleurs tout le moteur des ONG et tout ça. Et il faut à la fois se réjouir qu'on ait ce sentiment de charité en nous, mais être très prudent parce que c'est un sentiment très manipulable. Et c'est alors, je vous ai pas bien suivi. Excusez-moi. Est-ce que vous prônez l'esprit Charlie? Je vais vous expliquer la complexité des choses. Je vous dis que l'esprit Charlie est une manipulation perverse de l'esprit charitable qui est fondamentalement ancré dans l'esprit des Français parce qu'ils sont profondément chrétiens, parce que les Français n'ont jamais voulu être protestants. Est-ce que tu comprends ça? La France, d'ailleurs, sa situation de nation qui a été déchue de son rôle dominant, ça nous vient du fait, ça s'appelle la révocation de l'édit de Nantes, que les rois français n'ont jamais voulu passer au protestantisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu régresser de la Nouvelle Alliance à l'Ancienne. Ils n'ont jamais voulu passer du Nouveau Testament et des Évangiles à l'Ancien Testament. C'est ce qui a fait le déclin économique de la France. Mais c'est aussi ce déclin économique lui vient que la France a refusé de régresser moralement. La différence entre l'Angleterre et la France, c'est que en Angleterre, la violence de classe est admise, elle est beaucoup plus dure, alors qu'en France, elle est difficilement admise parce que la France, c'est ce qu'on appelle l'esprit égalitaire qu'étudie René Thom, notamment dans la structure familiale d'Île-de-France, loi de l'héritage. La France est un pays beaucoup plus égalitaire parce que beaucoup plus chrétien que ses concurrents anglo-saxons.
Et c'est pour ça qu'en France, on peut manipuler par l'esprit Charlie beaucoup plus facilement qu'ailleurs, parce que les gens sont compassionnels. Mais la compassion, ça se manipule. Il y a plein de gens qui sont anti-musulmans aujourd'hui, pas parce qu'ils détestent les musulmans en soi, mais parce qu'ils pensent que l'islam, c'est l'islamisme, qu'ils ont écouté Éric Zemmour et qu'ils pensent que les musulmans sont des égorgeurs, vous voyez. Donc, les Français aujourd'hui sont hostiles à l'islam parce qu'ils sont manipulés, alors qu'en réalité, s'ils découvraient comment dirais-je, la compatibilité profonde des évangiles et du message du prophète, ils basculeraient de l'autre côté. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée force. C'est que les Français sont très égalitaires et du coup, on leur vend la dictature actuelle au nom d'une égalité maquillée, inversée et frelatée. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut réarticuler l'amour, qui est le truc du Christ, avec la raison. Parce que la raison permet justement de trier les manipulateurs de l'amour et le véritable amour. Et c'est en ça, je dis que la France a en elle ses qualités. Elle a cette tradition chrétienne de compassion, de charité et du souci de l'autre, et l'outil de la raison qui est l'école de Descartes et de Pascal. Et donc, elle a ces deux composantes en elle. Il y a des gens qui ont la compassion sans la raison, d'autres qui ont la raison sans la compassion. La raison sans la compassion, c'est le monde judéo-protestant, israélo-anglo-saxon. Hein. C'est ce monde qui domine aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Je comprends. Et c'est en ça que je dis que la France a un destin à jouer particulier dans ce combat, qui est un combat très occidental, hein, parce que l'Occident domine le monde. Après, bon, il y a la question chinoise, la question indienne, qui est la question de demain, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, par exemple, les Chinois n'ont pas les moyens de sauver, par exemple, la France de la domination, on va dire, américano-sioniste et de la dérive néolibérale et financière dans laquelle nous sommes plongés, avec cette dette qui détruit notre État-providence, la destruction de l'hôpital qui se passe en ce moment. Parce qu'en réalité, derrière le Covid, il y a la destruction de l'hôpital public, en réalité. Donc voilà, on est quand même dans une compréhension toujours un peu complexe et dialectique. Il ne faut pas opposer souvent un domaine à un autre. Il faut comprendre que ces deux domaines sont totalement en relation dialectique et articulée, et il faut comprendre comment les mettre l'un au service de l'autre, plutôt que de faire détruire l'un par l'autre. C'est ça l'idée. C'est comment arriver aujourd'hui à mettre la raison au service de la compassion, hein, et que la compassion permette à la raison de se sortir de l'ornière, on va dire, technocratique et même jusqu'à diabolique dans laquelle elle est tombée aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis pas un penseur du dualisme. Quand je critique le mensonge de l'égalité, je dis pas qu'il faut revenir à l'inégalité des sociétés hiérarchiques traditionnelles. Je dis simplement, il y a une dimension de bien dans l'égalité, et il y a un cancer de l'égalité, une manipulation de l'égalité et un mensonge de l'égalité. Il faut séparer le mensonge de l'égalité de l'égalité. Alors, des gens qui me lisent mal me disent « Ah bon, c'est bien, vous êtes pour revenir à l'ancien régime, vous êtes pour revenir au roi. » Je dis non, parce qu'on ne revient jamais en arrière. Je dis simplement, on a détruit l'ancien régime et le système des rois et de l'Église pour prétendre, parce qu'on proposait soi-disant mieux au peuple, et on a suffisamment de recul historique pour voir que ça a été un mensonge. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver autre chose, c'est jamais revenir en arrière. Une rivière ne repasse jamais deux fois sous le même pont, vous voyez. Donc c'est ça la complexité. Donc l'esprit Charlie, c'est la preuve que le français est compassionnel. Malheureusement, on manipule sa compassion pour lui faire voter pour des mauvaises lois et des mauvaises personnes. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien. Alors justement, j'allais vous poser la question de la capacité de la France à revenir à la tradition, à cette pensée traditionnellement française. Vous avez répondu. Et donc, vous avez répondu qu'on est en train de détruire justement ces valeurs. Et à ce sujet, quand je préparais cette interview, je me suis intéressée à vous, je me suis intéressée à votre parcours, et notamment à votre appartenance au mouvement d'extrême droite. Vous me direz si vous identifiez à l'extrême droite. Et la question que je vais vous poser, c'est justement votre avis sur la zombification. Je ne sais pas si ça existe, mais réduire l'extrême droite à l'état de zombie. C'est ça l'idée, par justement cette anti-élite. Et je pense justement à ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit notamment Zemmour dans l'actualité. Déjà, les catégories du système sont là pour disqualifier les opposants. Donc en fait, il y aurait soi-disant le monde de la liberté, la démocratie, où il y aurait la gauche acceptable et la droite acceptable. Hein. En fait, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et tout ce qui s'oppose à ça est diabolisé. Alors, il y a une diabolisation bien plus forte de ce qu'on appelle l'extrême droite à cause de ce qui s'est passé, ce qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on me qualifie même plus d'extrême droite, mais d'ultra droite. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. C'est des anathèmes. C'est comme de dire théorie du complot.
Il y a la théorie du complot, c'est un anathème. Il n'y a pas de démonstration. Hein. C'est simplement c'est un mot qu'on vous jette au visage comme raciste, fasciste, complotiste. Vous voyez, on a rajouté complotiste à raciste et fasciste. Et ça veut dire que la discussion s'arrête. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a un pouvoir central et centré qui est appuyé sur l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire la domination du monde par la finance, et qui prétend être le monde de la liberté, alors que ça n'a plus rien à voir. On passe de libéral au sens de libéralisme à liberté, et puis du monde libre des échanges à la dictature financière. Donc ça, pareil, c'est des étapes à restituer. Hein. Et puis tous ceux qui s'opposent à ça, on va dire, c'est des gauchistes. Bon, les gauchistes, on les tolère parce que c'est des enfants capricieux de la bourgeoisie, on va dire. Hein. Ça, c'est l'adolescence, c'est la crise d'adolescence qui passera. Et puis ceux qui s'y opposent du côté, on va dire, à la droite de la droite, et ben eux, on les assimile à Hitler et à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est ce principe-là. Et tout ça, le rôle, c'est de nous empêcher de penser. Voilà, c'est tout. Donc, quand on veut penser sérieusement, il faut déjà se libérer des catégories que le pouvoir a instaurées et qui ne sont pas des catégories pour pouvoir penser, mais des catégories pour empêcher de penser. Hein, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien que le mot-clé, c'est complotiste. Si aujourd'hui, vous dites que le discours, l'idéologie covidienne globale est plein d'incohérences et a quelque chose de louche et n'est pas un discours de médecine raisonnable, dans le but du bien public et du bien collectif, on vous traite de complotiste. Hein, voilà. Et complotiste, c'est comme très vite on vous dit complotiste égale nazi. Enfin, je veux dire, ça va très très vite. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà, ça demande un certain courage de penser, c'est le courage de s'émanciper des catégories, des fausses catégories de pensée, et après avoir le courage dans le débat public de porter ces couleurs, quoi, sans avoir peur des anathèmes. Et évidemment, vous l'avez pu le constater sur ma propre vie. Aujourd'hui, si je suis en Suisse et que je suis plus en France, c'est qu'en France, je suis condamné à la prison. Ce qui veut dire que dans la démocratie avancée française des droits de l'homme, qui donne des leçons à tout le monde et notamment aux pays musulmans, un type comme moi qui produit un discours critique sur une réalité selon des valeurs profondément françaises et qui s'inscrivent dans une tradition de gauche et une tradition chrétienne, d'une certaine manière, si on analyse bien mon discours pour ce qu'il est, eh ben aujourd'hui, ça me vaut plusieurs années de prison ferme. Hein. J'ai été obligé de m'exiler et je suis aujourd'hui réfugié à l'étranger pour ne pas être en prison. En ce moment, je devrais être incarcéré à la prison de Nevers, vous voyez, en France. Donc ça, c'est un bon message aussi à faire passer aux gens qui vous regardent, par exemple au Maghreb. Voilà où mon audience est essentiellement française, bizarrement, voyez-vous. Masculine, mon audience est à 80% française et masculine. Oui, donc, ouais. Mais bon, vous êtes plus musulmane que moi. Oui. Et c'est la leçon qu'il faut tirer en ce moment, c'est que la France, là où elle en est aujourd'hui, quand je parle de la France, c'est le pouvoir français, n'a aucune leçon à donner à personne. C'est ça que je veux dire. Hein. Nous sommes aujourd'hui sans doute une des dictatures les plus raffinées. C'est parce que on est en fait la discussion, c'est sur le niveau de raffinement des dictatures. Il y a des dictatures grossières avec des hommes en uniforme, et des dictatures raffinées où la dictature est exercée par des hôtesses en mini-jupe, vous voyez. Parce que et puis derrière l'hôtesse en mini-jupe, la journaliste de BFM, eh ben il y a quand même tout l'appareil de répression policière qui a arraché les yeux et les mains des gilets jaunes, et puis toutes les lois de restriction des libertés, lois antiterroristes, et puis les lois covidiennes qui s'aggravent chaque jour. Où aujourd'hui on est assigné à résidence, on n'a même pas le droit de consommer debout dans un bar, on a l'interdiction des réunions de famille et notamment pour les fêtes saintes traditionnelles. Hein. On nous empêche tout ça, quoi, voilà. Et ça, c'est le message que je fais passer aussi aux gens qui vous regarderaient, qui soient un peu différents de mon public habituel. Hein. C'est que la France, qu'il faut pas confondre avec le peuple français, mais le pouvoir de la France actuelle est très très loin de la France au sens que je dirais de ce que j'appelle l'essence française, hein, l'essence comme la France comme forme idéale ou proposition relativement idéale. Elle en est devenue le contraire. Hein, c'est l'égalité qui se transforme en inégalité, la démocratie qui se transforme en dictature, et elle n'a aucune leçon à donner au reste du monde. Et ça, c'est très important parce que si on part pas de ces principes de base, on peut pas combattre. Hein. C'est voilà
Les droits de l'homme, c'est de l'escroquerie. La France n'est plus une démocratie. Le génie français, puisqu'on va parler du génie des peuples, le génie français a été totalement bafoué par ses propres élites et est devenu une caricature et quelque chose de grotesque. Ça s'appelle la French Theory, ça s'appelle toutes les théories universitaires françaises actuelles, hein, la théorie du genre, les termes anglo-saxons, cancel culture, woke, etc., dictature du LGBTisme, enfin voilà, parce qu'on en est là aujourd'hui. Hein. On est passé de la non-persécution des homosexuels, ce que j'admets totalement, à la dictature LGBT. Hein. C'est ça les glissements auxquels on a assisté depuis les années récentes là. Et voilà, donc ça c'est un comment dirais-je, un message qu'il faut faire passer qui est très important. Dans ma seconde partie de question, je vous avais parlé justement en fait de comment l'anti-élite singe l'extrême droite, donc elle imite la dissidence dans les idées, dans le style, dans les formules. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que la fameuse formule que tout le monde ne supporte plus, en même temps, vient peut-être de l'extrême droite. Vous êtes en même temps de gauche et en même temps de droite. Non, je suis pas en même temps de gauche et en même temps de droite. Je dis qu'il y a deux gauches. Il y a la gauche sociale, qui est la gauche historique sérieuse, et la gauche sociétale. La gauche sociale, c'est, on va dire, l'égalité salariale, le juste partage du travail et des richesses, un rapport capital-travail moral. Et puis la gauche sociétale, c'est I am proud of my gay son. Vous voyez, c'est la gay pride, c'est-à-dire la fierté de se faire enculer. Alors, la gauche sociale, ça veut dire quelque chose. La gauche sociétale, ça veut rien dire. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes livres, la sodomie, c'est une activité de loisir. C'est pas une activité productive et c'est pas un être social. On se présente pas à l'autre par sa pratique sexuelle. Alors, je vous prends au mot. Vous défendez les valeurs chrétiennes, mais en même temps, dans un des articles de votre site Égalité et Réconciliation, vous légitimez Matzneff, qui est pour le coup... Non, mais le problème, c'est qu'on peut pas penser si on est dans la grossièreté. J'ai jamais légitimé Matzneff. J'ai dit qu'on avait sacrifié, que les pédophiles français avaient sacrifié Matzneff parce que c'était le maillon faible et fatigué de la bande. Donc vous n'avez pas compris. C'est qu'à un moment donné, j'ai lu l'article, vous ne condamnez pas. J'ai lu l'article. Dans l'article, vous ne condamnez pas le fait qu'il ait violé des enfants et l'homosexualité qui n'est pas chrétienne. On confond deux choses. On confond le fait qu'il ait fait du tourisme sexuel dans le tiers-monde et le fait qu'il ait été l'amant et l'initiateur sexuel quand il avait 40 ans d'une jeune femme de 15 ans qui était demandeuse et en plus avec le soutien et la complicité de tout son environnement culturel. Vous ne faites pas mention de l'homosexualité et de la pédophilie. Faire l'amalgame entre ça, je signe, dans le monde musulman, c'est un péché d'épouser une fille de 15 ans quand on est un adulte. Non, mais on parle du personnage Matzneff. Non, mais moi je parle pas du personnage Matzneff, je parle de la... Le problème c'est que la pensée... Le sujet c'est en même temps, en tout cas. Le sujet c'est en même temps. Non, je parle de la manipulation politique d'un personnage qui s'appelle Matzneff, à un moment donné où il y a des pans entiers de la pédophilie d'État qui tombent, et on nous jette en pâture un type en fin de vie, qui n'a plus un rond, et qui était, je dirais, le marginal de la bande. Et moi je dis attention, on nous jette en pâture Matzneff pour cacher les autres. C'est ça que j'ai dit. Mon texte il est complexe. Okay. Et je dis pendant qu'on jette Matzneff en pâture en disant que c'est un immonde violeur d'enfants, on ne parle jamais par exemple de l'industrie de la pornographie et par exemple de la situation de Rocco Siffredi qui lui est un self-made man et une success story. Et je dis, moi ce que je dénonce c'est un peu comme quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, vous voyez ? C'est ça l'idée, c'est que je n'aime pas la grossièreté et je n'aime pas les combats faciles et je n'aime pas la morale facile. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un effondrement de la pensée 68 qui n'est plus opératoire et on est en train de disqualifier les boomers, hein, voilà. Et je suis tout à fait d'accord pour qu'on montre les mensonges et les excès de mai 68, qui sont d'ailleurs souvent des trahisons de l'esprit de mai 68, mais c'est pas une raison pour réhabiliter l'extrême droite pure et dure. C'est toujours pareil, on n'est pas dans le binaire. On est simplement que comprendre pourquoi en ce moment il faut effectivement se débarrasser de l'idéologie 68, mais que ce n'est pas pour retourner de l'extrême gauche à l'extrême droite. Justement, moi aujourd'hui je critique vertement Zemmour et ceux qui sont derrière Zemmour, parce qu'aujourd'hui Zemmour fait tout son commerce politique sur le fait que on va sortir de l'extrême gauche et de l'épopée 68 et on va pouvoir redevenir d'extrême droite. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas non plus. Vous voyez, ce qui m'intéresse,
c'est d'aller vers le bien, qui est souvent d'ailleurs une proposition de synthèse. Et moi, j'ai pas défendu Matzneff, j'ai refusé qu'on lynche Matzneff, c'est une chose, parce que Matzneff est un vieillard ruiné et qu'on a on va dire le réseau pédophile dominant nous a jeté au moment où il y a une colère anti-pédophile qui monte, parce que c'était, tu vois, le membre malade et fragile qu'on nous jette, qui permet de sauver les autres. C'est ça que j'ai dit. Et en réalité, le vrai scandale qui est sorti depuis, c'est le scandale du Hamel, qui est quand même largement aussi grave, et même plus grave, puisque lui, il couchait pas à 40 ans avec des jeunes filles de 15 ans, précoces et demandeuses. Il sodomisait son propre beau-fils, avec la complicité du père, de la sœur, etc. Et lui, il était au sommet de l'État, alors que Matzneff est un écrivain provocateur. C'est un peu l'équivalent du marquis de Sade. Le marquis de Sade, il a passé sa vie en prison. Hein. Il a écrit des apologies, effectivement, de la délinquance sexuelle d'élite, mais il a passé toute sa vie en prison. Il a fait qu'écrire, en réalité. Il a passé plus de 30 ans en prison, le marquis de Sade. Et il a toujours été critiqué par des gens qui faisaient exactement ce que décrivait le marquis de Sade, ce qu'on appelle les tartuffes, mais qui prétendaient, eux, incarner le bien. Hein, je vais pas vous citer des noms en France, mais parmi les gens qui ont le plus critiqué un type comme Matzneff ou d'autres types que vous ne connaissez pas, ces gens-là que je connais moi étaient les pires pratiquants de la pédophilie de réseau d'élite. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les tartuffes. Et eux, ils vont à la messe photographiés par Paris Match, vous voyez, en sortant de la messe, pour cacher qu'ils torturaient des prostituées et ils assassinaient des gosses. Vous voyez, mais ça, moi, je connais ces sujets-là que vous ne connaissez pas. Je viens quand même du journalisme d'enquête et j'ai 40 ans de métier. C'est pour ça que je dis. Je me suis engueulé d'ailleurs avec quelqu'un là-dessus sur Matzneff. J'ai dit attention, on nous jette Matzneff en pâture. D'ailleurs, en amalgamant la pédophilie touristique avec des enfants dans le tiers-monde et des histoires d'amour qui sont déjà un sujet beaucoup plus compliqué entre un homme de 45 ans et une jeune femme de 15 ans. Voilà. Et je dis de tout confondre, quelque part, ça protège les pédophiles. D'ailleurs, vous verrez bien que les pédophiles aujourd'hui jouent ce jeu-là de la confusion totale, parce que quand on demande par exemple à Dupond-Moretti, défendeur de pédophiles, qui est aujourd'hui notre ministre de la Justice et qui a essayé de me mettre en prison, quand on lui dit oui, la lutte contre la pédophilie, et qu'on lui parle par exemple du rapport d'un homme de 35 ans avec une fille de 14 ans, il fait alors on ne peut plus aimer, on ne peut plus s'aimer librement, on ne peut plus aimer personne. Vous voyez, il se jette sur ce mauvais exemple pour cacher que le vrai sujet, c'est pas que l'amour a toujours été complexe, il y a toujours eu des différences d'âge dans les amours, et puis la question d'ailleurs, c'est la puberté ou pas, c'est voilà, quand est-ce qu'on est une femme ou quand est-ce qu'on l'est pas. C'est des questions de droit et des questions de biologie, des questions de morale qui sont complexes. Mon avocat, Maître Viguier, a écrit des livres entiers là-dessus qu'on publie dans ma maison d'édition. Hein, voilà. Donc c'est des sujets complexes. Mais quand on amalgame, chez Matzneff lui-même d'ailleurs, le fait qu'il ait eu des histoires d'amour authentiques, à mon avis, en tant qu'adulte, avec des filles de 15 ans de la bourgeoisie qui étaient demandeuses dans des relations assez belles, assez respectueuses, puisque on peut les étudier, puisqu'il les a décrites dans ses livres, et que par ailleurs, il allait faire du tourisme sexuel dans ton propre pays, entre parenthèses, au Maroc, faut pas l'oublier. Quand on amalgame les deux, eh ben, on fait le jeu des pédophiles intelligents, qui quand on leur dit Matzneff est un salaud, ils disent ouais, enfin bon, quand même, on peut pas empêcher une fille de 14 ans d'être amoureuse d'un écrivain génial de 42. Vous voyez. Bon, alors, j'ai compris. Aujourd'hui, c'est le reproche d'ailleurs que je fais même à Karl Zéro, c'est que et qui d'ailleurs pose des vrais problèmes après pour avoir des résultats, c'est que on met tout dans le même panier. Or effectivement, il y a quelque chose qui est de la pédocriminalité gravissime, qui est le tourisme sexuel sur des enfants dans des pays déshérités du tiers-monde. Il n'y a pas que le Maroc, il y a les Philippines. Enfin, et ça, c'est un vrai scandale mondial. Hein. Absolument. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement des relations, on va dire, limites d'amour, de couple, effectivement, qu'on peut critiquer, mais que quelque part qui sont d'un autre niveau. Et je dis, il faut faire attention de pas tout mélanger. C'est quand on mélange tout comme ça qu'on se retrouve après-guerre à des gens qui tondent des femmes, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de résister aux Allemands pendant la guerre, vous voyez. Moi, je me méfie des résistants de la dernière heure et puis des tondeurs de femmes, vous voyez, des lyncheurs, les lyncheurs faciles. Les vrais combats contre la pédophilie, c'est pas ça. Moi, j'ai édité le livre de Jacques Thomet sur le 2e procès d'Outreau, où on a blanchi
des pédophiles et on a accusé de faux témoignages 12 enfants violés. Vous voyez, moi j'ai édité le bouquin de Jacques Thomay qui montre du doigt directement Dupond-Moretti à qui t'as tort. Vous voyez, et je me suis pas jeté sur Matzneff. Il y en a un, il est ministre de la Justice, défenseur du grand banditisme et de la pédophilie, et l'autre c'est un vieillard en fin de vie à qui on a retiré sa pension de 800 € par mois. Eh ben, je suis désolé, je suis chrétien. C'est peut-être la différence avec d'autres. Et moi, je ne m'acharne pas sur des cadavres. Hein. Je ne lapide pas des mourants. Voilà, c'est toute la différence. Et donc, justement, pour moi, c'est un sujet très important. C'est l'ennemi vous pousse vers des faux combats ou des pseudo vrais combats et des voies faciles. Et aujourd'hui, avec le recul, justement, sur l'affaire Matzneff, on voit très bien qu'il y a un gros problème de pédophilie au sommet de l'État en France et que les gens qui la pratiquent, alors que Matzneff est plus un provocateur, comme le marquis de Sade, il l'écrit. Quand vous écrivez, vous vous vantez d'eux, c'est toujours louche, parce que ceux qui pratiquent réellement ça ne s'en vantent pas, parce que c'est très dangereux. Et au contraire, les pires pédophiles que je connais, moi, en France, donnent de l'argent aux orphelinats du tiers-monde. Ils sont bienfaiteurs des orphelinats au Vietnam ou en Amérique du Sud, vous voyez. Ça leur permet d'acheter des enfants et de les violer, vous voyez. Donc, et ça, j'ai des noms, hein, je pourrais vous en donner. Mais peut-être pas. J'en suis quand même moi à 80 procès depuis 2003 pour ce genre de combat. Ce que je vois, c'est que... Moi, j'ai pas les moyens d'avoir des procès, ok. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut. Matzneff, ça coûte rien. Vous pouvez lui cracher dessus, vous pouvez le piétiner, ça coûte rien. Mais je dis, évitons la facilité. Est-ce qu'on veut se faire plaisir? Est-ce qu'on veut avoir le sentiment de faire le bien en jetant la petite pièce aux mendiants devant les caméras? Ou est-ce qu'on veut mener un combat sérieux de fond pour arriver à des résultats sur le long terme? C'est souvent ça le choix, c'est que il y a des gens qui se contentent de peu pour se faire plaisir, donner une image. On a la même chose sur l'écologie. Hein. Est-ce que il y a des gens qui, pour se sentir écologistes, achetaient des gels douche ou Ushuaïa de Nicolas Hulot, vous voyez? Ouais. Voilà. Et puis il y a la vraie écologie et la fausse écologie. Dans la religion, ça s'appelle la tartufferie. Molière a écrit une pièce là-dessus. Hein. Il y a les gens qui surajoutent des signes de religiosité, et puis des gens qui combattent pour le Christ de façon profonde et peut-être moins visible. Vous voyez, c'est un débat que j'ai d'ailleurs aujourd'hui même avec ce qu'on appelle les catholiques traditionnalistes. Hein, c'est le débat de la forme, de la forme et du fond, hein, l'esprit et la lettre. Le Christ parle très bien de ça dans les évangiles. Hein. Alors, je vous propose de terminer sur une note positive, malgré les élections et la réalité de la politique. On n'a pas fini sur Zemmour. Hein. Allez-y. Zemmour, on a oublié d'en parler. C'est justement que Zemmour aujourd'hui essaye de prendre le contrôle de ce qu'on appelle l'extrême droite, d'une certaine manière, parce que l'extrême droite a une dimension subversive et un potentiel de combat politique qui inquiète le système, et confier l'extrême droite à Zemmour, parce que c'est ce qui s'est passé par C8, par le fait qu'on lui a permis de tenir des discours que moi, par exemple, je n'ai jamais pu tenir, hein, sans aller directement au tribunal et à la case prison. Eh ben, aujourd'hui, le système qui est très habile et qui se défend, a décidé de confier l'extrême droite à Éric Zemmour, quelque part pour la stériliser dans justement la capacité qu'elle pouvait avoir de participer à un combat révolutionnaire et un combat d'émancipation. Et c'est pour ça que moi, je suis contre Zemmour, sans forcément être contre ce qu'il dit ou de tout ce qu'il dit. D'ailleurs, moi, c'est simple, sur Zemmour, je dis tout ce qu'il dit d'intéressant, c'est ce que je dis. Et puis quand il commence à parler de l'islam, l'islamisme, la reconquête, etc., on est chez un démagogue dangereux qui nous propose la guerre civile. Une guerre civile qui n'aura pas lieu, hein, je vous garantis, parce qu'il n'a pas les moyens de la faire et que personne n'en veut en réalité. Voilà une note positive. Comment ? Voilà une note positive. Oui, mais c'est pour ça que dire que je suis contre Zemmour veut pas dire que je suis contre ses idées et que du coup je valide le gauchisme parce qu'il serait anti-gauchiste. Je dis voilà, Zemmour, faut se méfier. C'est un peu comme Matzneff dans un autre genre. Le système est en train de lui confier la tutelle de l'extrême droite pour empêcher cette extrême droite d'avoir un rôle à jouer dans un combat d'émancipation de demain, parce qu'elle pourrait jouer un rôle positif justement si elle s'alliait, comme je le propose, à des forces qui, elles, viennent plutôt de l'extrême gauche. Vous voyez ? Donc, nos dominants, en permanence, c'est la question du temps, voient les problèmes à gérer, comprennent comment il faut agir pour tout stériliser. Donc, en fait, il y a des manières, soit on combat directement un ennemi, soit on l'achète, vous voyez, soit on l'achète,
soit on se débrouille pour le stériliser, le mettre dans des faux combats. Et je dis, Zemmour, il faut l'analyser comme ça. Il dit des tas de choses intéressantes. Il dit des choses aussi d'ailleurs qui sont démagogiques et qui se vérifieront d'ailleurs, parce que dès qu'il est rentré en politique, il a commencé à dire moins de choses contre les musulmans qu'il en disait quand il était juste journaliste. Maintenant, il dit qu'il faut leur tendre la main, ce qui était ma phrase depuis 20 ans, parce qu'on ne peut pas se présenter à la présidentielle en France en proposant la guerre civile et en parlant de Reconquista. D'ailleurs, pour ceux qui ont une certaine culture, rappelez-vous quel a été le dernier épisode de la Reconquista en Espagne. Vous vous en rappelez? Ah, vous posez une colle, là. C'est ce qui fait d'ailleurs Zemmour. Eh ben, le dernier acte de la Reconquista, ça a été de chasser les Juifs d'Espagne, et c'est comme ça que les Zemmour se sont retrouvés au Maghreb. C'est bien d'avoir une culture historique. Des fois, ça nous éclaire sur ce que pourrait être l'avenir. Oui. Je suis arabe-andalouse. Oui, donc c'est des sujets que vous connaissez. Voilà, donc le livre est quand même aussi là-dessus. Hein. C'est l'égalité, c'est une belle idée, mais c'est une belle idée qui peut être facilement manipulée par des salauds. Et souvent, la pire des inégalités s'accomplit par des salauds qui manipulent l'idée d'égalité auprès de gens qui sont malheureusement trop gentils pour comprendre que le diable est aussi diabolique. Vous voyez, ce qui protège aussi la méchanceté de nos dominants, c'est que les gens en moyenne sont trop braves pour imaginer que les gens qui les dirigent et qui devraient avoir des responsabilités et une compétence ont un projet aussi maléfique pour eux et sont aussi profondément méchants et pervers. Vous voyez, c'est une idée très importante. Il y a sur la pédophilie ou sur les complexités de la politique française, comme pourquoi Zemmour, l'extrême droite, etc. Les gens ont du mal à comprendre parce que les gens, malheureusement, sont des braves gens. En moyenne, les gens sont moyens. C'est un principe mathématique de courbe de Gauss, vous voyez. Et qu'en fait, les gens ont du mal à admettre et à comprendre, et même ils ne veulent pas comprendre qu'il y ait des gens qui soient si vicieux, si tordus, vous voyez, et que ces gens-là, souvent, sont au-dessus d'eux socialement. Les gens ont un peu l'impression que si les gens sont au-dessus d'eux socialement, c'est qu'ils le méritent et qu'ils sont là pour gérer le collectif de manière optimum. Malheureusement, c'est pas comme ça. Voilà. Et moi, mon travail, c'est quand même effectivement de défendre les valeurs saines et de montrer ceux qui les manipulent pour des raisons perverses et de séparer, je dirais, le bon grain de l'ivraie. Et ça a toujours été ça, le travail. Hein. C'est pas de dire est-ce que je vais choisir entre Zemmour et Jadot, enfin, je sais pas, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est-à-dire, il y a des critiques intéressantes que propose l'extrême gauche, il y a des analyses intéressantes que fait l'extrême droite. Ces analyses, si on les additionnait, pourraient permettre de combattre efficacement le système. Malheureusement, le système qui est intelligent, pervers et qui a le métier c'est son métier de dominer. C'est une science, ce qu'on appelle, c'est de l'ingénierie sociale. Et ben, en permanence, ils empêchent que le bien s'accomplisse. Et le travail, c'est que je fais moi, essentiellement un travail explicatif pour aider le bien à s'accomplir. D'une certaine manière, c'est comme ça que je conclurai. Et vous voyez, ça peut à un moment donné même défendre Matzneff, mais défendre des petits bouts de Matzneff, des petits bouts d'humanité de Matzneff, parce que c'est aussi un être humain, hein, pour pouvoir combattre plus efficacement le monstre de Matzneff. Vous voyez, parfois il faut se servir de ce qu'il y a dans un homme pour combattre cet homme. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas des méchants et des gentils tout court. Ça, c'est des visions très simples et qui, en général, n'amènent rien de positif. Hein. Ce qu'il faut, c'est voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ce qu'il y a de bien dans la raison, ce qu'il y a de mal dans la raison, ce qu'il y a de bien dans le monde de la tradition, ce qu'il y a de mal dans le monde de la tradition, et essayer de voir ce qu'on peut prendre de tous ces domaines-là et chez tous ces gens-là, et d'en faire une synthèse, ce qui n'est pas un amalgame ou un syncrétisme, une synthèse, c'est compliqué, qui est une proposition pour essayer d'avancer vers le mieux, parce que le bien, c'est peut-être pas, il n'est pas de ce monde, mais aller vers le mieux, parce qu'en ce moment, on va pas vers le mieux depuis des décennies. Si on prend une situation, par exemple, l'après-guerre, parce que l'après-guerre, on a eu une remise à zéro des compteurs, il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu de l'espoir, parce que quand on sort d'une guerre, on a envie d'aller plutôt vers l'amour et la paix, on est sevré de violence. Donc si on prend notre monde qui a redémarré, on va dire, après-guerre, depuis le milieu des années 70, on va vers la crise, et puis ça s'aggrave, et ça s'aggrave, et ça s'aggrave, et aujourd'hui, on est dans le pire, pire, le plus en plus pire, voilà. Et l'idée, c'est comment retourner vers le mieux, c'est ça l'idée. C'est ce qui ne veut pas dire repartir en arrière, hein. C'est aller vers le mieux. Et moi, c'est le travail que je fais par ce livre, c'est propositions pour aller vers le mieux, voilà, qui exige de comprendre dans quoi on est, de quoi c'est fait, d'où ça vient. Voilà, c'est tout ça. Et vous dites, c'est pas simple. C'est pas oui, non, gentil, méchant.
Jamais, malheureusement. Alors c'est une conclusion qui converge avec une recommandation islamique qui est que chacun doit se changer soi-même pour qu'on avance ensemble vers le bien. Tout à fait d'accord, oui. C'est chez les chrétiens, il y a l'idée de la poutre dans l'œil. Au lieu de voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. Enfin, dans les évangiles, comme sans doute dans vos textes à vous, qui convergent à mon avis sur des tas de points, il y a tout ce qu'il faut pour établir une morale saine. Hein. C'est sur le mal avant de combattre le mal, identifie le mal qui est en toi, hein, et règle d'abord ce problème-là. C'est de tout ça dont je parle, sans basculer justement dans la religiosité de signes, vous voyez, de signes. On me reproche parfois de pas être assez catholique, pas être assez ceci, pas être parce que je ne vais pas assez à la messe, etc. Et moi, je m'appuie sur le message du Christ, hein, sur justement l'hypocrisie du Sanhédrin et ceux qui font excès de formalisme. Ça s'appelle le wahhabisme, hein, l'excès de formalisme. On te parle tout le temps de la taille de la barbe, de manière de mettre le foulard, pour finalement cacher que tu n'appliques plus du tout les préceptes de la religion, tu vois. Comprendre l'époque. Chez Contre-Culture, merci beaucoup Alain Soral pour votre temps et vos éclaircissements. Merci à vous.